Alors bonjour à tous. Je prends la parole en ce samedi. Je sais même pas pourquoi. Je sais même pas pourquoi je prends la parole ce samedi. Tellement il y a de choses à dénoncer. Et qu'un live en lui-même ne suffit pas à dénoncer tout ce qui est en train de se passer. Tout ce qui est en train de se passer sur le plan de la santé. Tout ce qui est en train de se penser sur le plan politique. Tout ce qui est en train de se passer sur le plan géopolitique. Ça fait des mois maintenant. Ça fait plus d'un an que j'essaie, à mon petit niveau, de faire bouger les choses, de faire prendre conscience aux gens que réellement nous sommes à un moment charnière. Des mois que j'écris des tribunes, que j'envoie des courriers à la présidence de la République, que j'écris à la REM, que j'écris à des députés, que je tire la sonnette d'alarme, des mois que j'essaie d'obtenir, je ne suis personne, mais obtenir une possibilité de m'exprimer publiquement auprès de médias, parce que la parole citoyenne n'est pas portée, on ne nous laisse pas de place. Rien ne fonctionne, rien ne marche. Le citoyen aujourd'hui n'a plus droit à la parole. On nous laisse Facebook et encore, quand un live déplaît, Facebook se permet de le faire disparaître. Mais à quel moment est-ce qu'on va nous redonner, bordel, notre liberté d'expression? À quel moment est-ce qu'on va accorder de l'importance à la liberté d'expression de vous, de moi, de tout un chacun? C'est plus possible. Nous sommes à un moment bascule. Personne n'est prêt à ce qui va se passer. Personne n'est prêt. Nous ne sommes pas prêts. Des choses vont se produire sur le plan de la santé. Des choses vont se produire sur le plan de la politique, sur le plan géopolitique. Voyez ce qui se passe aux États-Unis. Voyez la condamnation de l'Irak. Voyez la position qui a été prise par la Corée du Nord. Mettez tout ça bout à bout. Voyez ce qui nous attend. Voyez ce qui nous attend. Et Jean Castex a eu l'indécence de parler de 2021 comme une année d'espérance. Mais elle est où l'année d'espérance? Il n'y a pas d'espérance, il n'y a plus d'espérance. La seule espérance qu'il peut y avoir, ils l'ont anéantie. La seule espérance, c'était l'union du peuple français. Ils n'en veulent pas de cette union. Ils font tout pour nous diviser. Notamment, là, je reprends la question de la vaccination. Ils nous divisent. Cette vaccination, c'est du pipeau. J'écoutais hier le professeur Fischer, qui va être en charge de ce comité citoyen sur la vaccination. Et quand vous écoutez, si vous voulez, j'ai repris l'interview de Bourdin, donc elle est sur mon mur, vous pourrez tout à fait écouter les propos de ce scientifique. Mais il ne sait même pas de quoi il parle. Il a été dire qu'il s'était fait vacciner, très bien, avec le vaccin Pfizer. Il savait que ça allait peut-être le protéger 2 mois à 95%, et qu'après il ne savait pas. Et on veut nous faire vacciner. Et j'entends des personnes qui s'élèvent pour une vaccination obligatoire. Non, non, non et non. Il y a des choses qui sont beaucoup trop floues dans ces composantes. Alors on nous parle de l'ARN. Bon, il faut être un petit peu scientifique ou un petit peu aller se renseigner. On vous injecte un ARN qu'on appelle un ARN messager. J'ai retrouvé hier des propos d'une scientifique datant de 2019 disant que l'ARN messager, en fonction de sa composition, peut aboutir à la modification de nos ADN respectifs. Ça veut dire quoi? Mais dans quel flou est-ce qu'on nous laisse? Dans quelle approximation? Dans quelle contradiction? Il y a quoi à espérer encore? Des autorités scientifiques, des autorités politiques, il n'y a plus rien à espérer. Et cette espèce de Premier ministre-là, avec moi je peux plus le voir, avec son accent qui nous la joue bon provincial, mais qui est un énarque, un technocrate, qui ne sait même pas ce que veut dire le terme espérance, il ne le sait pas. Il ne le sait que sur le papier. Quelle émotion est-ce qu'il transmet? Il ne transmet rien, il communique. Ils communiquent. On est devenus des objets de communication. Bordel, c'est pas ce qu'on veut. Et là, ils sont en train de nous embourber dans
dans une espérance de vaccination. Mais non, merde, il faut des années pour faire un vaccin, des années. Alors qu'on arrête, qu'on arrête. Et c'est quoi tous ces vaccins-là qui ont des prix différents en fonction des laboratoires? C'est quoi? Il y a des vaccins pour les pauvres, il y a des vaccins pour les classes moyennes, il y a des vaccins pour les riches. Ça veut dire quoi? Qui est-ce qui sort ses billes dans tout ça? Putain, mais c'est les lobbies pharmaceutiques, c'est les labos pharmaceutiques. Et j'ai appris hier ou avant-hier, je ne sais pas, que l'Élysée s'entourait de cabinets d'expertise privés. Ça veut dire quoi? Ils s'entourent de cabinets d'expertise privés qui dépendent de laboratoires privés. Et on nous parle d'espérance. On nous parle encore d'espérance. Qu'est-ce qu'il y a à espérer quand on voit qu'hier, il y a eu plus de 44 000 nouveaux cas de contamination? Qu'est-ce qu'on a à espérer, bordel? Et ce matin, quelqu'un me posait la question. Il me disait, pourquoi, Gaylor, est-ce que tu mets tous les jours ces chiffres, les chiffres des contaminations, les chiffres des hospitalisations, les chiffres des décès? Parce que, bordel, ce virus, il me hante depuis plus d'1 an maintenant. Parce que j'ai été touchée, parce que j'ai perdu un proche, mais parce que je ne peux pas m'inscrire dans une démarche individuelle. C'est-à-dire que je pense forcément aux autres. J'ai eu la chance d'avoir une forme bénigne. D'autres ne l'ont pas. Alors oui, pour moi, c'est important. Parce que c'est s'emparer, s'approprier de la réalité, celle qu'ils essaient de nous cacher. Alors oui, il y a eu hier plus de 44 000 nouveaux cas de contamination. Et on est en train de nous vendre des couvre-feux à 18 h. Là où tous les autres pays prennent des mesures de reconfinement strict, général, nous, on est en train de nous vendre un couvre-feu à 18 h qui ne servira à rien, bordel. Tous les maires s'offusquent, tous les maires demandent, si ce n'est un reconfinement général, au moins un reconfinement local. Parce que ce qui est en train de se passer au Royaume-Uni actuellement, avec ces hôpitaux qui n'en peuvent plus, les hôpitaux du Royaume-Uni sont dépassés par cette nouvelle variante. Elle est bien évidemment déjà en France. Et elle est bien au-delà de ce qu'on nous dit. Parce que ce qu'on nous dit, c'est la pointe émergée de l'iceberg. On le sait très bien. C'est comme ça que fonctionne la Macronie, c'est comme ça que fonctionne ce gouvernement depuis des années. Ils vous disent ce qu'ils ont envie de vous dire. Mais la variante venant du Royaume-Uni, elle est bien là. Elle est bien là. Elle est beaucoup plus contagieuse, elle est beaucoup plus dangereuse. On ne va pas vous le dire, on va vous le dire dans des termes d'espérance, parce qu'il nous faut espérer. Et la variante qui vient d'Afrique du Sud, est-ce qu'on vous en parle? Est-ce qu'on vous en parle? Non, on ne dit rien. On ne dit rien. Moi, je demande à quoi servent ces points hebdomadaires qui ne sont que des points de com. On n'apprend rien. On n'apprend rien de ce qu'on sait déjà. Bordel, il suffit d'être un peu dans la réalité. Il suffit de s'informer un petit peu pour voir que notre gouvernement, notre président sont acculés et ne veulent pas faire face à ce virus délibérément. Ils ne veulent pas le combattre. Parce que la seule manière de combattre le virus, et je suis désolée, mais c'est le reconfinement total et strict. Comment aujourd'hui peut-on continuer à envoyer nos enfants à l'école alors qu'il a été démontré que cette variante-là touche nos enfants sous des formes graves? Et M. Castex, en toute son indécence, a été dire que les fermetures d'établissements scolaires ne se feraient qu'en cas de situation gravissime. Ça veut dire quoi? Il faut attendre les drames, il faut attendre les morts de nos enfants pour que l'on ait enfin une politique qui nous protège et qui protège nos enfants. Et je voyais hier, là, c'est cette enseignante qui a été touchée par une variante du Covid, la variante britannique, et je vois à Bagneux, et je voyais hier des parents à la porte de l'établissement scolaire venant déposer leurs enfants. Mais bordel, mais qu'est-ce qu'on est devenu? Qu'est-ce qu'on est devenu? Parce que les gens ont peur. Ils ont peur qu'on leur coupe leurs allocations familiales. Ils ont peur que l'on coupe leur aide. Ils ont peur d'être sanctionnés. Arrêtons d'avoir peur, bordel. C'est avec ça qu'ils nous tiennent.
Moi, je ne suis pas parent. Mais si j'avais un enfant, mais je préférais perdre ces putains d'aides. De toute façon, ils récupèrent d'une autre manière que de perdre la vie de mon enfant ou de le voir souffrir dans un lit d'hôpital. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la tête des gens? Il y a la peur. Ils créent la peur. Et en ne prenant pas les mesures adéquates, ils entraînent un sentiment, non pas d'espérance, mais ils entraînent un sentiment d'angoisse, de peur. Pourquoi tous les pays prennent des restrictions? Pourquoi? Et nous, non, un couvre-feu de 18h. Mais c'est révolutionnaire ce truc-là. Bien sûr que ça va faire fuir le virus. À 18h, le virus, bon, bah, il arrête, hein, c'est ça, il a fini sa journée, il reprend à 6h le lendemain matin. Ils se foutent de la gueule de qui? Mais nous, on n'a pas le droit de parler. Et quand on dit ça, eh ben, on prend le risque de voir son compte désactivé. On n'a pas le droit de parler, bordel. On n'a pas le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de dénoncer tout ce qui est en train de se passer. Et là, j'ai fait ma petite revue de presse comme je fais tous les jours. Ah, Noël, c'était il y a quelque temps maintenant. Hein, c'est 3 semaines environ. Eh bien, on apprend que maintenant, que Madame Macron, première dame de France, a été positive au Covid l'avant-veille de Noël. Ah bon, on l'apprend maintenant. Ah bah, c'est sûr que très réactif, hein, très réactif. Pourquoi on nous cache tout ça? Si on nous cache ça, bah on nous cache d'autres choses. Je veux pas être dans la paranoïa, je veux pas être dans le complotisme, mais c'est clair qu'on nous cache des choses. On nous cache des choses. Et cette vaccination, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Et alors vous allez me dire, ouais, t'es pas infectiologue, t'es pas scientifique, tu connais rien. Je connais rien, mais je lis des choses. Je m'informe. Et il apparaît qu'aujourd'hui, et je remets encore le gouvernement, le président et tous ses conseillers au défi d'aller se faire vacciner. Allez vous faire vacciner. Avant de nous demander et de vacciner nos anciens. Et hier, je vois qu'il y a un assouplissement dans le consentement dans les EHPAD pour la vaccination. Un assouplissement. Face à des personnes qui n'ont plus leur libre discernement, on assouplit encore plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On expérimente, je l'ai déjà dit, on expérimente ces virus, ces vaccins sur nos anciens. Sur nos anciens. Moi, j'arrive pas à le concevoir. Alors, certains le conçoivent, tout à fait. Moi, je ne le conçois pas. Et ce qui s'est passé aux États-Unis va se passer en France. Je parle sur le plan politique. Va se passer en France. Pourquoi? Parce que nos systèmes politiques ne relèvent plus de la démocratie. Nous ne sommes plus en démocratie. Lorsque le peuple n'a plus de pouvoir, y compris par le biais de ses représentants au sein des assemblées, nous ne sommes plus en démocratie. Lorsque sous prétexte de l'état d'urgence sanitaire, un exécutif décide de tout sans contrôle du Parlement, nous ne sommes plus en démocratie. Lorsque les oppositions ne jouent plus leur rôle de contre-pouvoir, nous ne sommes plus dans une démocratie. Lorsque les médias se font vecteurs de la propagande d'État, nous ne sommes plus dans une démocratie. J'ose le dire, nous ne sommes plus dans une démocratie. Nous sommes dans un entre-deux. Et cet entre-deux, il amènera à quoi? Si nous sommes plus en démocratie, il amènera plutôt à un totalitarisme du régime qui est déjà en cours. Et je vous donne un exemple. Je continue à recevoir des mails de La République En Marche. Et hier, on m'a invité à participer à un débat, visioconférence. Sur quoi, d'après vous? Sur la santé, sur... Non. On m'a invité à participer à une visioconférence sur la loi sécurité globale. Mettez tout ça bout à bout, s'il vous plaît. Mettez tout ça bout à bout et voyez ce qui est en train de se passer. Voyez, nous ne sommes plus en démocratie. Ils agissent sur le sécuritaire, le totalitaire, l'arbitraire. Voyez, essayez de voir. Alors, la démocratie, le peuple pour le peuple, par le peuple, mais il n'y a
nos représentants aux assemblées, dans les assemblées, que ce soit les sénateurs, que ce soit les députés, ne nous représentent plus. Ne nous représentent plus. Parce que s'ils nous représentaient, ils porteraient un discours différent de celui qu'ils portent actuellement. Ils ne le portent pas. Parce que comme je le dis toujours, tout est pareil. Ils sont tous les mêmes. Ils sont tous les mêmes. Le pouvoir pour le pouvoir. À quel moment est-ce qu'ils servent l'intérêt général? À quel moment est-ce qu'ils servent notre santé publique? À quel moment est-ce qu'ils nous protègent sous couvert de l'économie? Et que font-ils pour ces petits commerçants qu'ils ferment? Que font-ils? Que font-ils? Et on a beau leur dire, écrire à des députés. Bon, j'ai voulu écrire à Jean-François Copé, mais enfin Jean-François Copé, manifestement, il a un problème avec moi puisque mon nom, il passe pas. Voilà, quand je veux écrire à Jean-François Copé, je peux pas. Voilà, donc je peux pas parce que mon nom, il passe pas. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Parce que je m'appelle Richard de Geller, j'ai pas le droit d'écrire à Jean-François Copé. Putain, mais je suis personne. Je suis personne, moi. Je suis personne. J'ai même pas le droit d'aller porter des doléances à Monsieur Copé. Monsieur Copé, je suis persona non grata. Alors hier, j'ai écrit il y a quelque temps à la présidence de la République un message tout à fait correct, mais dans lequel je dénonçais ce qui se passait. Je dénonçais très fermement la situation dans laquelle nous étions et la façon dont le pouvoir gérait la situation. J'ai reçu hier, d'ailleurs je l'ai publié, une petite réponse lapidaire. Le président de la République a bien pris compte de votre message et en tirera toutes les conséquences utiles. Ouais, non, mais s'il avait lu mon message, on aurait une autre communication aujourd'hui. Mais on n'en veut plus de la communication. On n'en veut plus de la communication. On veut la vérité. On veut la vérité. On veut des choses qui nous permettent de nous projeter et de nous protéger, et protéger nos proches. On n'a rien de tout ça. Et là, au jour le jour, ils décident. Ils n'ont même pas une vision globale de la réalité. Ils ne l'ont même pas. Ou alors ils font semblant de ne pas l'avoir, j'en sais rien. Mais on ne peut pas vivre dans un pays où les autorités changent d'avis du jour au lendemain. C'est pas possible. C'est quoi ce pouvoir? C'est quoi ce gouvernement? Je sais plus comment exprimer à la fois le ras-le-bol, la tristesse, la colère qui est la mienne. Je suis fatiguée. Et hier, on me demandait de continuer à écrire, de continuer à dénoncer. Mais pourquoi? À quoi ça sert? Je passe des heures. Vous voyez, je réfléchis sans arrêt. Je suis fatiguée d'essayer d'ouvrir les yeux aux gens. Fatiguée. Non pas que je détienne une quelconque vérité, mais je suis fatiguée. Parce que j'ai l'impression de crier seule. Et hier, on m'avait invité à participer à un live hier. J'ai dit, allez, je vais essayer. Personne n'a vu que j'étais sur ce live. Donc personne ne m'a donné la parole. Parce qu'il y a des choses qu'ils ne veulent pas entendre, y compris dans la soi-disant dissidence. Alors je fais quoi, moi? Alors mon ami me dit, arrête de penser aux autres et pense à toi. Je ne suis pas comme ça. C'est mon grand problème, je ne suis pas comme ça. Mais comment est-ce que je peux continuer? Comment? J'ai l'impression de parler dans le vide. Et le problème, c'est que je sais qu'au fond de moi, j'ai raison sur ce que je dis. Là, je suis dans une impasse et j'éprouve une fatigue immense. Parce que j'ai l'impression de porter, excusez-moi, vous allez me prendre pour une folle peut-être, mais j'ai l'impression de porter sur mes épaules le poids de l'irresponsabilité, de l'incompétence de cet État. Pourquoi est-ce que j'ai cette impression-là? Je ne le sais pas.
J'aimerais, s'il vous plaît, que vous preniez aussi le relais pour pointer, pour parler. Parce que je vous assure que ce qui se prépare pour 2021, c'est pas de l'espérance. J'aimerais vous le dire, c'est pas de l'espérance. Nous allons connaître le pire. Beaucoup pire, beaucoup plus difficile qu'en 2020. Me demandez pas comment je le sais, je le sais. En 2022 également. Il n'y a pas d'espérance à avoir. La seule espérance qu'on peut avoir, c'est en nous-mêmes et dans les autres. Et je dis toujours la même chose, j'arrête pas de le crier, bordel. Si on arrivait simplement à s'unir, à être une force, à devenir ce contre-pouvoir qui n'est plus. Et pas en allant dans la violence, pas en allant en construisant des choses. Par exemple, moi j'ai construit un projet, mais qui s'intéresse à ce que j'ai fait? Personne, parce que chacun essaie de vendre son propre projet révolutionnaire. Non, mais il n'est pas question de révolution, il est question de remettre les choses à leur place. Il est question de remettre l'homme au centre de tout. Il n'est non pas question de changer totalement nos institutions, simplement de les adapter et permettre à n'importe quel citoyen d'y accéder, d'accéder aux plus hautes fonctions. On n'a pas besoin d'avoir fait l'ENA, d'avoir fait Sciences Po ou d'avoir un bac plus 10 en droit pour prétendre à ces postes-là. On a simplement besoin d'être humain, d'avoir une vocation pour servir les autres. Un amour des autres, et j'emploie encore ce terme, un amour des autres, sans considération de leurs conditions économiques, sociales, de leur religion, de leur couleur de peau. Aimer les autres, bordel, c'est ça qu'il nous faut. Il nous faut de l'humanité au cœur de tout, et surtout au cœur de ceux qui tiennent les rênes. Tout, hier je répondais, parce que je ne vous cache pas que je réponds au message que m'envoie La République En Marche. Je leur disais que tant qu'ils ne retrouveraient pas l'humain, ils ne peuvent plus le retrouver. Mais tant qu'ils ne remettraient pas l'humain au sens de tout, c'est foutu. C'est foutu. C'est foutu. Alors la seule alternative qu'il y ait, vraiment la seule alternative qu'il y ait, c'est que nous retrouvions nos humanités respectives, que nous arrêtions de ne penser qu'à nous. Qu'on se revive comme une communauté, j'ai envie de dire comme une famille. Bordel, on est capable de se réunir pour une Coupe du Monde de football. On est incapable de se réunir pour l'avenir de notre société, celui de nos enfants. On en est incapable. Mais le souci, c'est que la plupart des gens ne voient pas tout ça. C'est pas forcément de leur faute. On les a endoctrinés depuis des années. Depuis des années, les gens ne sont plus libres. Ils s'en aperçoivent maintenant parce que ça touche des libertés concrètes, tangibles. Mais ça fait des années qu'on n'est plus libre. On est abreuvé à BFM TV, on est abreuvé à la communication, on est abreuvé à la publicité, à la propagande, à l'endoctrinement. Toutes ces choses subliminales qu'on a vécues depuis des années, on ne le voit pas, on ne s'est même pas aperçu qu'on était déjà pas libre, plus libre. Là, on s'en aperçoit parce qu'on peut plus se déplacer, parce qu'on peut plus manifester, parce que... Mais ça fait des années qu'on n'est plus libre. Ça fait des années qu'on est conditionné. Et ça fait des années qu'on s'en aperçoit pas et qu'on ferme notre gueule. Demandez-moi d'arrêter, s'il vous plaît. Demandez-moi d'arrêter. Demandez-moi d'arrêter. Je suis fatiguée. Mais si je le fais pas, qui va le faire? Je dis pas que je suis la seule à porter ce type de discours sur Facebook et ailleurs.
Mais je pense être l'une des rares qui parle avec mon cœur. Je suis fatiguée. Parce que j'y mets toute mon énergie. Toute mon énergie. Chaque fois que j'écris un texte, j'y mets toute mon énergie. Pour que ça touche le maximum de personnes. Mais les gens ne veulent même plus lire. Bordel, ils veulent du zapping. Ils veulent des insultes. Ils veulent du sensationnel. Alors il faut quoi? Il faut que je fasse un suicide en direct, en mettant le gouvernement en joue, en lui disant si vous ne faites pas ça et ça, je me tire une balle en direct. Là, j'aurai des millions de vues parce que j'aurais fait du sensationnel. C'est ça que vous voulez? C'est ça que les gens veulent? Qu'il y ait quelqu'un qui se sacrifie pour les autres? Pour une prise de conscience? Je sais que je vais loin. Je sais que je vais loin dans ce que je dis. Mais qu'est-ce qu'il vous faut voir pour comprendre, pour ouvrir les yeux? S'il faut que je me tranche les veines devant vous, je le ferai. Si ça peut faire bouger des choses. Alors demandez-moi d'arrêter. Arrête, c'est bon. Demandez-moi d'arrêter. Parce que de moi-même, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas, je me connais trop bien. Parce que je sens, je ne sais pas pourquoi, je sens le drame qui est en train de se tramer, je le sens. Un drame qui touchera tous les pans de nos vies quotidiennes, notre santé, notre quotidien, notre travail, nos familles, nos rapports aux autres. Quelque chose... J'écrivais hier que nous avions créé un monstre, qu'ils ont aussi créé un monstre et qu'ils en ont perdu le contrôle. Ils sont dans la perte de contrôle. Sous couvert de vouloir contrôler, ils perdent le contrôle. Et nous en sommes les premières victimes. Alors demandez-moi d'arrêter, parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée de parler dans le vide. Alors, est-ce que c'est peut-être parce que je suis à côté de la plaque? J'aimerais être à côté de la plaque. Il n'y a aucune coïncidence dans ce qui est en train de se passer. La Covid, cette démocratie qui n'est plus, nos libertés qui sont réduites, cette putain de loi de sécurité globale qui arrive, l'autre sur le séparatisme. Rien n'est hasard. Alors voilà, s'il vous plaît, dites-moi d'arrêter. Bonjour Marie-Douce. Je suis fatiguée aussi. Tu es fatiguée parce qu'on essaie de faire passer des messages. On essaie de faire en sorte que les gens comprennent ce qui est en train de se passer. Quelque chose qui est gravissime. Et les gens ne bougent pas. Et les gens acceptent. Et les gens se résignent. Et les gens se soumettent. Bordel, la souveraineté nationale, elle appartient à qui? À nous, citoyens. Demandez aujourd'hui à un individu dans la rue ce que c'est que la citoyenneté, il ne saura même pas vous donner la réponse. Parce que tout ça, on a oublié, on a oublié. Et tout ce qu'on a oublié d'être, aujourd'hui, on s'en aperçoit. Et on en paie aussi les pots cassés. Parce que l'État a une responsabilité. Le gouvernement d'Emmanuel Macron, mais les gouvernements précédents. Mais nous avons aussi une responsabilité. Une responsabilité dans ce délitement du lien à l'autre, de ce vivre ensemble qu'on ne sait plus, dans ces jugements qu'on a sans arrêt envers les autres.
Et je vais vous raconter une anecdote, hein, ça va peut-être vous faire sourire, mais j'ai invité pour le premier de l'an, Vas-y, on s'en fout. j'ai invité pour le premier de l'an une dame avec sa petite fille, espérant lui faire plaisir. Et quand je lui ai dit que j'étais gothique, elle s'est barrée. Elle s'est barrée. C'est ça notre société aujourd'hui. Dès que j'ai prononcé le mot gothique, elle s'est barrée. Non, je raconte ce que j'ai envie de raconter parce que c'est la réalité de ce qu'on est devenu. On juge, on juge. On juge sur une couleur de peau, on juge sur un statut social, on juge sur une obédience religieuse, on juge sur une apparence. Le fait que je sois gothique ne fait pas de moi une sous-humaine. La peur, elle est partout, l'indifférence, elle est partout. Alors je suis fatiguée. Je vous dis pas quand je reviendrai, si je reviendrai. À quoi ça sert? Dites-moi à quoi ça sert de continuer à parler, à crier, à essayer de faire passer des messages. À quoi ça sert dans cette société? À quoi ça sert? J'ai envoyé des messages à des journalistes pour pouvoir avoir droit à la parole. J'ai envoyé des tribunes au Monde, j'ai envoyé des tribunes au Figaro, j'ai envoyé des tribunes partout. C'est pas politiquement correct, donc ils en veulent pas. Alors on se fait entendre où? On se fait entendre où? Oui, Marie, mais prendre du recul, c'est difficile quand tu vois que tous les jours, il y a quelque chose qui te heurte. Ou alors j'éteins la télé, j'éteins mon téléphone. Pour moi, ça serait fuir la réalité. Il y a tellement de personnes qui fuient cette putain de réalité. Tant qu'on la fuira, cette réalité, excusez-moi, j'ai des vertiges, rien ne changera. Alors confrontez-vous à la réalité. Pas celle que les pouvoirs publics sont en train de vous vendre, mais l'autre réalité. Changez vos regards. Retrouvez les hommes que vous êtes plus. Excusez-moi, voyez, tout ça, je suis tellement touchée par tout ça que ça a des répercussions. Je suis désolée, c'est ma vie privée. Ça a des répercussions sur mon état de santé. Je dors plus. Je ne peux plus me poser. Parce que mon esprit, Marie-Douce, tu dois tout à fait comprendre ça. Mon esprit n'arrête pas de tourner, de penser. Pas pour moi, pas pour moi. Penser pour les autres. Et face à cette impuissance, je suis désolée pour les larmes, mais je voudrais tellement empêcher ce qui va se passer. Oui, bah tu peux pas, alors c'est bon, écoute, Empêcher ce qui va se passer. Je peux pas. Et Marie-Douce, tu connais ce sentiment d'impuissance. En plus, toi, tu es aide-soignante. Tu connais cette impuissance-là. Et je sais que pour toi, ça doit être aussi difficile de prendre du recul avec cette réalité puisque tu es en plein dedans. Alors demandez-moi d'arrêter. Oui, bah arrête, c'est bon, c'est pas chez moi. Putain, c'est pas possible. Chaque jour, Et c'est terrible, Marie-Douce, ce sentiment d'impuissance. J'aimerais avoir un espèce de mégaphone et aller dans toutes les villes, essayer de parler. Mais je suis personne. Qui va m'accorder une quelconque légitimité? Je suis personne.
Je suis une citoyenne. C'est tout. Je suis connue de nulle part. Je suis connue de nulle part. Ma voix, elle pèse pas. C'est bon, alors arrête. Alors mon ami me dit d'arrêter, mais si j'arrête, c'est pas dans ma nature. Alors voilà, je vous livre un petit peu tout ça en vrac parce que j'avais besoin de vous dire aussi ça. J'arrête pas. Quand je dis par exemple à mon ami, tiens, je vais me reposer, ben non, qu'est-ce que je fais? Je suis sur mon portable, à envoyer des messages à droite, à gauche, à envoyer des courriers, à faire des mails, pour essayer de faire bouger les choses. J'ai même écrit à Brigitte Macron pour dire que peut-être en écrivant à une femme, ça fera porter un autre regard. Je ne sais pas, je tente tout. T'inquiète pas, Marie-Douce, c'est juste une... J'ai un problème, c'est que je suis hypersensible et je suis très soucieuse du bien-être des autres. Les couilles pour les autres. Des autres. Ma vie, je m'en tape. Ça n'a jamais été une chose importante pour moi. Par contre, la vie des autres m'importe. Le bien-être des autres m'importe. La table de ta vie, mais il y a quand même deux petits gars et puis des autres. Oui, mais dans l'absolu, ma vie, elle ne représente rien pour moi. Mais celle des autres représente beaucoup plus. Papy disait que j'étais une idéaliste, une rêveuse, Je resterai une idéaliste, je resterai une rêveuse et une humaniste. Et jamais je pourrais fermer les yeux sur ce que vivent les autres. Je peux pas. Ce serait tellement facile. Et Marie-Douce, tu es pareil. Je le sais. Je t'écoute dans tes lives. Je sens aussi cette douleur que tu as. Non pas pour toi. Non pas pour toi. Mais pour les autres. Et je pense qu'on est peu à ressentir ça. À ressentir les autres comme faisant partie de nous. Parce que sans les autres, on n'est rien. On n'existe que par le regard des autres. On n'existe que parce que les autres sont là et nous font être social. Sans les autres, on n'est pas. Enfin, c'est comme ça que je conçois les choses. Et c'est pour ça que tout ce qui se passe actuellement, ça m'émeut. Ça m'émeut, ça me met en colère. Et puis moi, ça me bouffe les nerfs. Je suis impuissante. Et notre société a besoin de personnes comme toi, Marie-Douce, comme Alexa, peut-être comme moi, qui ressentons les choses d'une manière différente et qui avons un regard sur l'autre un petit peu particulier. Notre société a encore besoin de nous. Mais on a aussi besoin qu'on nous entende. Qu'on nous entende. Je ne te demande pas ce qu'on nous écoute, mais qu'on nous entende. Qu'on ait la possibilité d'être entendu. On n'est ni prophète, ni gourou, ni messie. On transmet des messages. Et Marie-Douce, je sais que tu transmets des messages. On est dans la transmission, on n'est pas dans la communication. Et moi, j'ai aucun problème, aucune honte à pleurer devant vous. Parce que je ne suis pas dans la communication. J'ai pas de programme à vendre. J'ai rien. J'ai rien. J'ai rien à vendre. Alors, j'ai pas peur, moi, de pleurer ou de...
si nos gouvernants retrouveraient le sens de l'émotion, le sens de l'humain, les pleurs, la joie, la tristesse, le chagrin, mais regardez-les tous, ils sont lisses, ils n'expriment rien, regardez leurs visages figés, leurs yeux qui ne transmettent rien, ils vous communiquent quelque chose, ils ne transmettent pas. Est-ce qu'ils sont encore humains, ces gens-là? La solution, elle est dans l'humain, c'est tout. Ces gens-là ne le sont pas. Dès lors, il faut en tirer les conséquences. Et vite, très vite. C'est un peu trop tard. Il y a urgence. Et ça fait... Cette urgence, ça fait plus d'1 an que je la crie. Il y a urgence à réagir de manière pacifique, de manière démocratique. Je n'appellerai jamais à la violence. Agissons de manière humaine, construisons des chaînes humaines. Ça fait du bien. Et on s'en tape, je le répète, de la couleur de peau, on s'en tape de la religion, du statut économique, social. On s'en tape. Ils veulent nous séparer, ils veulent nous mettre à dos la communauté musulmane avec leur putain de projet de loi là sur le séparatisme islamiste. Mais les musulmans, ce sont nos frères, ça suffit. Ça suffit. Avec leur loi sécurité globale, ils essaient de nous diviser par rapport aux forces de l'ordre, pour aiguiser notre haine contre les forces de l'ordre alors qu'ils ne sont que représentants de ce putain d'État. De toutes les manières, ils essaient de nous diviser. Et oui, Muriel, bonjour. Ils sont déshumanisés. Mais nous devons garder notre humanité. Tout à fait. La plupart des profils que moi j'ai pu étudier sur la politique et sur les politiciens mettent en avant souvent une perversion narcissique. Une perversion narcissique. Et c'est ce qu'ils sont. C'est ce qu'ils sont. Ce sont des pervers narcissiques. Parfois couplés de manipulateurs. C'est ce qu'ils sont. Il y a un profil type du politicien actuel. Et on y retrouve la perversion narcissique et la manipulation. Il pourrait très bien entrer dans la catégorie des classifications des profils criminels, entre guillemets. Il y a de la perversion. Il y a de la manipulation. Quelquefois, il y a de la schizophrénie. Il y a de la schizophrénie. Oui. Et ça, faut pas le dire. Il faut pas le dire. Il faut qu'on accepte. Il faut qu'on accepte d'être gouverné par des pervers manipulateurs, narcissiques, schizo. On est gouverné par un type qui, en coulisses, fait la cage aux folles et qui, devant vous, se présente en homme qui les porte. Mais rien du tout. Désolé, mais on est dans la mise en scène. Alors Muriel, je vois que tu passes un petit message à Marie. T'as raison. Ne pas laisser couler, ne pas se laisser couler, mais c'est difficile. Alors on tient, on va tenir. Et tu as raison, Muriel. Nous recentrer sur l'humain. Nous recentrer sur ce que nous sommes, nous recentrer sur nos émotions. Parce que On va tenir combien de temps? aujourd'hui, quelqu'un qui exprime ses émotions publiquement est perçu comme une faiblesse. Mais la plus grande richesse qu'un homme peut avoir, ou qu'une femme peut avoir, c'est d'être capable de transmettre des émotions, que ce soit de la joie, que ce soit de la tristesse. Sans émotion, nous ne sommes pas humains. C'est ce qui nous différencie de l'animal.
Les animaux, ils ont des... Et encore, et encore. Regarde ton chat. C'est simple, être humain. C'est très simple. Il n'y a pas plus simple que ça. Il n'y a pas besoin de communication pour être humain. La communication, c'est l'antithèse de l'humain. C'est l'antithèse de l'humain. C'est pour ça que... Ça y est, on a vu ma grande tête. Excusez-moi. C'est l'antithèse de l'humain, la communication. Il faut de la transmission. La transmission. Je sais pas, j'ai envie de le résumer comme ça. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils nous transmettent, sinon du mensonge, sinon des approximations, sinon de la peur? Lorsqu'ils évoquent, parce que ça, lorsqu'ils évoquent tous ces défunts, nos défunts, est-ce que vous voyez de l'émotion dans leurs yeux? Ils osent parfois dire rictus. Être humain, c'est penser déjà, et puis avoir des émotions. Le cœur, l'esprit, l'âme. Je ne suis pas dans un truc spirituel. Je suis dans une réflexion toute bête. Moi, j'ai pas de limite dans les émotions. Marie-Douce, je sais que tu n'en as pas non plus. Parce que se limiter dans nos émotions, c'est nous limiter dans nos expressions, nous limiter dans l'humain qu'on est, que nous sommes, hommes, femmes, et ces enfants en construction, bordel. Qu'est-ce qu'on en fait de nos petits en construction? Comment est-ce qu'ils sont en train de grandir? Toutes ces questions, elles me reviennent en boucle. Comment expliquer à nos enfants ce que nous vivons, ce qu'ils vivent? Comment leur expliquer? Justement, dans la transmission, pas dans la communication. Effectivement, Muriel, ils vont nous reconfiner. Ils vous annonceront ça la veille pour le lendemain. Parce que ce gouvernement ne veut pas qu'il y ait de continuité. Il ne veut pas que nous nous repérions. Ils ne veulent pas que nous anticipions. Vous voyez ces départements qui du jour au lendemain passent au couvre-feu à 18h. Alors que c'est ficelé depuis des semaines. Ils créent ce qu'il y a de plus bouleversant pour un être humain, c'est-à-dire l'absence de repères. Nous ne pouvons plus nous projeter. Nous ne pouvons plus projeter demain. Et quand un homme ne peut plus se projeter, il lui reste quoi? On se projette d'heure en heure. Un gouvernement qui empêche ses concitoyens de se projeter dans le temps, dans l'espace, fait rupture avec nos humanités respectives. On nous empêche et on devient sujet d'asservissement. On est tous là à attendre la prochaine allocution. Ils nous suspendent à leurs lèvres. Ils nous suspendent. On est tous comme ça en attendant. C'est comme un couperet. En attendant que la guillotine, elle tombe. On est tous comme ça, on attend. Les petits commerçants attendent depuis combien de mois? Le monde de la culture attend depuis combien de mois? Nous, on attend depuis combien de mois? Et tu as raison, Marie. Je voulais en parler également. Ce qui va être très difficile à gérer. Maintenant, dans les mois à venir, c'est l'après. Parce que sur le plan psychique, tous nos repères ont été bouleversés. Même si aujourd'hui, nous n'en avons pas conscience, à un moment donné, cette
ces mesures qui ont été imposées, ces changements de repères, ce bouleversement total aura des répercussions. Parce que tout ça a fait trauma chez chacun d'entre nous. Certains pourront accéder à, on appelle ça sur le plan psychanalytique, à la résilience. D'autres ne le pourront plus. Ce sont les conséquences de l'après-Covid qui seront les plus difficiles à gérer. La prise en charge psychologique, voire parfois psychiatrique, de nos pères PAIRS va être un défi humain, sachant que la psychiatrie et tout ce qui s'y rattache sont les parents pauvres de la médecine. Comment on fait aujourd'hui pour aider les gens? Comment on fera demain pour les aider face à ces angoisses qui s'accumulent? Certains ne les voient pas encore, ne les éprouvent pas encore. Mais dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, à un moment donné. Les gens, ils vont se suicider. Et je voudrais connaître, je sais qu'on n'aura jamais les chiffres, je voudrais connaître le taux de suicide en France depuis l'arrivée du Covid. Je suis sûre qu'il a explosé. Je suis sûre qu'il a explosé. Ils ne nous le diront pas. Combien de nos sœurs, de nos frères ont mis fin à leur jour? Parce que la pression psychique qui a été créée, cette oppression que nous avons subie, que nous subissons, a fait que certains d'entre nous ont perdu leur défense. On a tous des défenses, sauf qu'on a des limites. J'aimerais qu'on nous donne je suis désolée, je déteste ce terme, ces statistiques, ces hommes, ces femmes. Il y a des victimes collatérales. Et c'était maintenant qu'il faut commencer à aider. À aider. Tu soulignes un point aussi, là, Muriel, très intéressant. Comment on gère l'aide sociale à l'enfance? Comment on gère la protection judiciaire de la jeunesse? Les enfants qu'ils ont dans leur foyer, comment les gèrent-ils? Alors, je suis très bien placée pour en parler, puisque j'ai fait 20 ans de PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, éducatrice. J'étais pas dans les foyers, moi j'étais au tribunal. Je m'occupais des mineurs délinquants. Mais j'ai vu comment on traitait ces jeunes-là. J'ai vu comment sous prétexte de réinsertion, comment on les... Tu parles de médicaments. Mais bien évidemment. J'ai vu des gamins de 13, 14, voire plus jeunes, déjà médicamentés. Avec des psychotropes, déjà médicamentés. Parce que c'est bien plus facile de gérer ce public-là. Parce que pour les... Ça, c'est mon grand coup de gueule aussi, mais ça relève peut-être d'un autre moment, mais comment font-ils pour gérer ceux qui leur sont confiés? Comment font-ils? Je vais vous donner un exemple. J'étais secrétaire générale du CHSCTD, c'est-à-dire que je m'occupais sur le 77, donc j'étais en charge de la condition de travail, d'hygiène, de sécurité, voilà, notamment dans les foyers de la protection judiciaire de la jeunesse. Des prisons, des tribunaux, etc. Et un jour, je vais faire une inspection au foyer protection judiciaire de la jeunesse de mots. Je m'en fous, hein, je parle, je m'en fous. De mots. Et là, je m'étonne. Parce qu'il n'y avait aucun jeune dans le foyer. Il n'y avait aucun jeune, donc il était 13h.
Il n'y avait aucun jeune dans le foyer. Alors je me dis, c'est bien, ils sont scolarisés, ils sont en formation, ils sont... J'interpelle la chef de service. Je dis, tiens, aujourd'hui, il n'y a pas de jeunes. Elle me dit, oh ben non, ils sont tous en fugue. Et elle ajoute, ça peut arriver, mais elle ajoute, oh ben comme ça, on est tranquille. Les jeunes étaient en fugue, bien évidemment, ils n'avaient pas déclaré la fugue, comme c'est nécessaire, aux forces de l'ordre. Non. Ces éducateurs et cette chef de service se satisfaisaient de ces fugues, parce que les éducateurs étaient tranquilles et voilà. C'est ça. C'est ça. Et j'attends toujours le fameux audit d'Aurélien Taquet, là, sur le fonctionnement de l'aide sociale à l'enfance et sur le fonctionnement de la protection judiciaire de la jeunesse. Je l'attends toujours. Les dysfonctionnements multiples, les placements abusifs, ceux qu'ils ne font pas alors qu'il faudrait faire. L'aide sociale à l'enfance toute puissante, la PJJ responsable. Il y a tellement de choses à dire sur notre France aujourd'hui. J'ai toujours, Muriel, freiné des cas de fer pour éviter les placements. J'ai toujours freiné des cas de pied. Toujours. Je me suis mis à dos l'aide sociale à l'enfance de mon département. Je me suis mis à dos plusieurs foyers de la protection judiciaire de la jeunesse. Je me suis créé des ennemis. Je me suis mis à dos ma hiérarchie. Parce que j'ai toujours freiné sur le placement des enfants. On ne place pas un enfant simplement parce que des parents sont démunis. Non. C'est l'une des premières situations que j'ai eues. J'étais toute jeune, j'arrivais dans le Cénacle, et on me demande de recevoir une famille avec 4 enfants. Des gens au RSA. L'ASE souhaitait leur placement. Motif, parents au RSA, enfants malheureux maltraités. J'ai reçu cette famille, les enfants, les parents. J'ai eu des pressions pour placer ces enfants. Les parents étaient en pleurs. J'ai pas placé ces enfants. J'ai pas placé ces enfants. Je me suis fait taper sur les doigts par ma hiérarchie, par l'aide sociale à l'enfance. Et j'ai reçu un courrier, 15 jours après, du papa et de la maman de ces enfants. Ils me remerciaient. Ils me remerciaient tout simplement. Et j'ai toujours fait ça. Toujours fait ça. Toujours. Par contre, mes collègues travaillaient autrement. Alors, oui, il y a du ménage à faire dans... Tu as raison, Muriel, ça serait l'objet d'un autre live. Il y a vraiment du ménage à faire. Et moi, je travaillais donc au ministère de la Justice. J'y suis toujours, mais pour l'instant, ils m'ont mis à l'écart. Je gêne trop, je dérange trop. C'est marrant, partout où je vais, je dérange. J'étais à la protection judiciaire de la jeunesse, je dérangeais. Je suis allée à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, je dérangeais. Je suis allée au service judiciaire, je dérangeais. Je dérange partout. Il y a soit c'est moi qui ai un problème, soit c'est le système qui est défaillant. Enfin bon, bref. J'ai toujours dérangé, alors que j'ai fait que mon métier. Et c'est une vocation, la justice, pour moi. C'est une vocation. C'est pas une planque. Hein. Et j'ai vu des choses, notamment auprès de l'aide sociale à l'enfance. J'ai vu des choses terribles. Terribles. Par rapport à l'enfance, quand tu comprends pas un mot qu'on t'insulte.
J'ai vu des choses terribles. Hein. Et un jour, j'en parlerai. J'en parlerai pardon. Moi, je suis pas à l'assistance d'enfant et je comprenais pas un mot, l'autre m'a insulté. Oui, non. Il y a des choses qui ne doivent plus être dans notre société. Voilà. Donc, ça sera peut-être l'occasion d'un autre live. Ça peut être super intéressant. Mais un live, pas un live où je parle toute seule, pardon. Un live interactif sur ce qu'on sait de ces placements abusifs ou de ces non-placements. Parce que parfois, l'ASE, j'ai eu l'expérience. L'aide sociale à l'enfance avait reçu plusieurs signalements de l'hôpital Necker à Paris pour suspicion grave de maltraitance sur un bébé de 6 mois. Ils ont reçu moult signalements de l'hôpital Necker. L'aide sociale à l'enfance, si prompte à placer les enfants des pauvres, sur ce coup-là, elle n'a pas bougé. Peu importe les signalements. Comment ça s'est terminé, d'après vous? Eh bien, j'ai eu à traiter une affaire d'infanticide. Parce que la petite fille en question, que signaler l'hôpital Necker à l'aide sociale à l'enfance, est décédée sous les coups de ses parents. Et l'aide sociale à l'enfance n'a pas bougé. Et il fallait que je ferme ma gueule. Il ne fallait pas que je le dise au magistrat. On m'avait ordonné de ne rien dire. Je suis désolée. J'ai parlé. Et oui, j'ai fait convoquer l'aide sociale à l'enfance devant le juge d'instruction. Je ne me suis pas faite d'amis. J'étais pas là pour me faire des amis. Voilà. Donc voilà, tout ça, tous ces dysfonctionnements qui fait que... Même ces putains d'organisations là qui sont là pour, soi-disant, rééduquer nos enfants, mais... sont à côté de la plaque. Si vous saviez comment on recrute les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, mais... C'est un autre sujet, un vaste sujet. On en reparlera. Et voilà, je voulais vous dire que j'étais fatiguée. Bon là, ça m'a remonté de parler un petit peu de la PJJ et de l'ASE parce que j'ai des choses à dire. J'en ai marre que tout le monde se taise parce qu'on a le secret professionnel. Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles, pardon, du secret professionnel? Moi, je m'en tape. J'ai plus ces limites-là, j'ai plus ces limites sociales, je les ai plus. Alors voilà, je suis au-delà de tout ça. De toute façon, ils m'ont déjà bien mis dans le placard au sein du ministère de la Justice, donc ils ne peuvent pas me le mettre plus profond qu'ils me l'ont mis. Parce que quand vous travaillez trop bien, au ministère de la Justice, quand vous accueillez les gens, notamment des Noirs, notamment des Arabes, notamment des gens du voyage, quand vous passez plus de 2 minutes avec eux, on considère que vous perdez votre temps. Moi, je considérais que je faisais mon travail. Alors, on m'a mis la pression jusqu'au burn-out. J'étais agressée par mes collègues. Et c'est moi qui suis aujourd'hui sur le banc. C'est pas grave. Moi, j'ai fait mon boulot. Mais sachez que si vous êtes arabe, rebeu, gens du voyage, personne ne vous parlera correctement au ministère de la Justice. Personne. Personne. À part 1 ou 2 personnes parfois qui font exception. Et ces personnes-là, elles se retrouvent quoi? Vous savez combien? J'étais à 3 000 € de traitement. J'étais à 3 000 €. Ils m'ont poussé au burn-out. Convocation sur convocation. Pour n'importe quel motif, parce que je portais une jupe, parce que je portais... pour n'importe quel motif, ils m'ont convoqué. J'ai eu des menaces de mes collègues. Des faux dossiers ont été faits avec mes initiales dessus. Ils m'ont mis à l'écart. Et aujourd'hui, moi, bac plus 10, vous savez combien je touche?
du ministère de la Justice pour avoir justement exercé la justice comme je pense qu'elle doit l'être exercée, c'est-à-dire indépendamment des fonctions, des couleurs de la peau, de tout ça. Moi, je m'en tapais de tout ça. Je prenais mon temps, j'ai toujours pris mon temps avec les gens. Et ben aujourd'hui, je touche 955 € par mois. Et ils estiment que je dois m'en contenter, je dois être redevable. Alors non, j'ai plus de limite. J'ai plus de limite pour dénoncer tout ça. J'ai plus de limite. J'ai plus de limite pour vous dire les pressions qu'on a du ministère de la Justice sur certaines affaires. J'en ai plus. J'en ai plus. J'aurais des choses à dire sur Rachida Dati lorsqu'elle était ministre, garde des Sceaux. La pression qu'on a eue, la pression, les menaces de démission si jamais on ne répondait pas aux ordres de la ministre, justement pour un placement d'enfant. Sauf que j'aurais préféré perdre ma place que placer un enfant. Pour ces raisons-là. J'y reviendrai. Parce que ça, Rachida Dati, elle n'en parle pas, personne n'en parle. On nous a intimé le droit de nous taire quand ça s'est passé. Quand ça s'est passé, on nous a intimé de nous taire. Aujourd'hui, j'ai plus de limites. J'en ai marre. J'en ai marre. Il faut que les gens sachent ce qui se passe. Et notamment au ministère de la Justice, parce que c'est celui que je connais le mieux. Il faut que vous sachiez. La justice avec un grand J, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça sera l'occasion d'un autre live. Alors non, c'était pas un placement d'un de ses enfants, c'était bien pire que ça. Mais je ferai un live spécial là-dessus. Parce que je sais que ça va avoir des rebondissements, ça va avoir des conséquences. Et c'était dû lorsqu'elle était ministre de la Justice. Donc je le dirai en temps et en heure. Nous étions deux, donc j'ai une personne qui peut témoigner, attester de mes dires. Puisque tout le monde dira que je mens. On était deux sur cette affaire. Donc voilà, je continuerai sur ces sujets-là parce que c'est aussi important d'avoir un autre éclairage. Mais j'aimerais qu'on fasse un live commun où les gens pourraient aussi échanger. L'échange est primordial et j'en reviens. Il y a des gens qui ont eu des enfants placés. Et j'en reviens au début, c'est-à-dire soyons humains face à un gouvernement qui est totalement déshumanisé. Osons les émotions. C'est pas une faiblesse d'avoir des émotions. C'est la plus grande richesse d'un homme. Homme avec un grand H, évidemment. Nous ne sommes qu'émotions, nous ne sommes qu'affect. C'est ce qui fait notre richesse et notre faiblesse. Mais avant tout, notre richesse. Alors créons des chaînons d'émotions, des chaînons humains. Je crois vraiment qu'on peut s'en sortir à partir de là. Je vous remercie. J'ai été un petit peu longue, j'en suis désolée. Prenez soin de vous. Protégez les autres. Ne doutez sans arrêt de ce que vous dit le gouvernement. S'il vous plaît, doutez. Remettez tout en question, interrogez. Déjà, protégez-vous. Attendez, mon de, ami. Hein. Avant de s'interroger sur ce qu'il dit en question, il faut déjà comprendre ce qu'ils disent. Parce que moi, la moitié des choses, je comprends. Il y a aussi la question, mais ça c'est vrai, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière constante chez ce gouvernement, c'est que si vous n'avez pas Bac plus 10, parfois les discours sont relativement difficiles à comprendre. Comme au tribunal. Oui, comme au tribunal. Ce gouvernement doit s'adapter. Il en est incapable. Il en est incapable. Ce sont des énarques, ils resteront des énarques. Et un grand homme
un ami de la famille, Xavier Deroux, qui est malheureusement parti, qui était député maire et qui était à la commission des lois de l'Assemblée nationale, à qui un jour j'avais posé tout simplement la définition de l'intelligence. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Et il m'avait répondu, mais Gaylor, l'intelligence, c'est simplement la capacité que nous avons à nous adapter à l'autre différent. Cette définition-là qu'il m'a donnée, c'est devenu ma définition de l'intelligence. Nous adapter aux autres. Bonne journée à vous, dans la mesure du possible. Protégez-vous, protégez les autres. Soyez solidaires. Mettez pas vos enfants à l'école. Je ne peux pas dire aux gens de ne pas mettre leurs enfants à l'école parce que je ne suis personne, je n'ai pas d'autorité, je n'ai pas de légitimité. Je serais bien malvenue de dire aux gens ne faites pas ci, ne faites pas ça. Je n'ai pas à dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Je n'ai pas à leur dire s'ils doivent aller se faire vacciner ou s'ils ne doivent pas aller se faire vacciner, s'ils doivent aller emmener leurs enfants à l'école ou ne pas les emmener. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je serais qui, moi, pour leur dire ça? Je leur fais simplement part de moi ce que je perçois de tout ça. Après, les gens sont libres et il est hors de question que je m'institue en détentrice d'une vérité qui n'en est pas. Et l'autre, c'est qui pour dire de mettre nos enfants à l'école? L'autre, c'est le Premier ministre. Voilà, bon, jusqu'à maintenant, je ne suis pas Premier ministre, donc je ne peux pas vous dire, ça serait très déplacé de ma part de vous dire ce que vous devez faire. Et je ne le ferai pas. Voilà. Je donne mon avis, mais en aucun cas, il est à suivre. Je veux dire, c'est pas, j'impose rien à personne. Mon ami me dit, mais j'essaie simplement de discuter avec les gens, de partager des choses, mais pas pour imposer mon point de vue. Mon point de vue, il vaut ce qu'il vaut, c'est-à-dire mon point de vue, c'est tout. J'ai pas de prétention à imposer mon point de vue à tout le monde. Attends, moi ça veut dire j'ai des enfants, je dois écouter un connard que je connais même pas. C'est à toi, tu as des enfants, c'est à toi de prendre la décision qui te paraît la plus protectrice pour tes enfants. Mais moi, je ne peux pas dire aux gens, ne faites pas ci, ne faites pas ça, faites ci, faites ça. Je ne peux pas. Je les conseille en leur faisant, enfin je les conseille, non, je leur donne mon avis, je fais des remarques, je soulève des choses. Après, j'ai pas la vérité, et je suis personne, j'ai pas de légitimité. On m'a pas élu, on m'a pas, je représente personne. Mais lui, on l'a pas élu, c'est l'autre qui l'a choisi. Je représente que moi-même. Alors à partir de là, je vais pas dire aux gens n'allez pas vous faire vacciner, je vais pas dire aux gens n'envoyez pas vos enfants à l'école. Je ne peux pas dire ça. Je n'ai aucune légitimité pour le dire. Je pose mes points de vue, je mets en exergue certains points qui me paraissent sujets à caution. Après, c'est aux gens de prendre leurs décisions. Je ne suis pas là pour dire... je ne suis pas un gourou, moi. D'accord. Alors, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas une secte. C'est ça, je veux comprendre. Pourquoi toi, on ne t'écouterait pas? Enfin, je donne ton avis. Mais lui, c'est même pas un avis, c'est un ordre qui donne. Mais oui, mais je ne suis pas Premier ministre. Alors mon ami me dit pourquoi? Est-ce que les Français écouteraient plus Jean Castex que moi? Ben, c'est logique, il est Premier ministre. Moi, je suis rien. Mais moi, j'ai pas voté pour lui. Je suis rien. Moi, j'ai pas... Voilà. Mais si certaines personnes si les gens reconnaissent... Attends. Les gens, ils sont assez grands pour dire j'achète une baguette. Alors, ils sont assez grands pour dire moi, je mets pas mes enfants à l'école. Ils n'ont pas écouté un mec, ils n'ont pas voté pour lui. Loïc, tout ce que je fais dans mes lives, c'est simplement essayer de donner des pistes de réflexion aux gens. Je ne dis pas que j'ai la vérité, je ne suis pas une secte, j'attends pas qu'on me... Je recrute pas, je parle avec le cœur, je parle avec ce que je ressens. Je suis d'accord. Mais jamais je ne dirai à quelqu'un de faire ou de ne pas faire. J'ai aucune légitimité pour ça. Et lui, il a quelle légitimité? Il a la légitimité des institutions de la Ve République, il est Premier ministre. Alors voilà, sa voix pèse plus que la mienne, même s'il est dans l'erreur, Il n'est pas père de famille, il n'a jamais porté une pelle ou une pioche. Loïc,
Moi, jamais je ne dirai aux gens ce qu'ils doivent faire. J'ai C'est le droit de donner mon avis. oui, oui, mais je ne suis pas Castex, et heureusement, Dieu m'en préserve, mon Dieu. Ouais. Non, voilà, donc je vais terminer sur cette touche d'humour, je ne suis pas Castex, et j'ai pas l'indécence de vous dire que 2021, ça sera une année d'espérance, parce que ça ne le sera pas. Voilà, ça sera l'année de tous les dangers. Donc je vous remercie. Non, tu mets pas ta tête de tétard, s'il te plaît. Bon, voilà. Voilà comment gâcher un live, c'est pas grave. Mais ça fait de lui rigoler. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Faites ce que vous voulez avec ce que je vous ai dit. C'est pas grave. L'important, c'est que j'ai pu le dire et que je sais que ça a parlé, ça a fait écho chez certaines personnes. Si j'ai fait ça, eh ben, j'ai déjà fait quelque chose. Alors merci de me l'avoir permis. À très bientôt. Prenez soin de vous.